Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 10e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, pour cette dernière émission, 2 sujets. Les plantes indigènes parfaitement adaptées à nos climats et préparation d'une plate-bande avec le grand de l'agriculture biologique, M. Denis Lafrance. Aujourd'hui, je rencontre un pionnier de l'agriculture biologique, M. Denis Lafrance, qui est aussi auteur du livre « La culture biologique des légumes ». Denis a enseigné pendant de longues années au Cégep de Victoriaville en agriculture bio. Il est aussi membre du Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité du Cégep. Aujourd'hui, avec lui, nous préparons une nouvelle plate-bande. Bonjour, Denis. Oui, bonjour, Guylaine. Alors, on ouvre une plate-bande ce matin. Oui, j'avais justement besoin de quelqu'un avec des gros bras pour venir faire la job à ma place. Fait que je suis bien content de te voir. Avec plaisir. Bon. En fait, la situation est assez particulière parce que souvent, avant l'automne, rendu à l'automne, je laisse le sol relativement à sa place, sauf si on brasse la terre pour sortir des racines ou des pommes de terre, quelque chose comme ça. Mais en agriculture biologique, il y a une technique qu'on appelle la culture des engrais verts. Et moi, je travaille beaucoup sur ces questions-là depuis mon enfance. Mes premiers engrais verts, je les ai vus des années 50. Et une chose que j'essaie de faire, c'est apprendre à connaître les plantes, notamment leur comportement à l'automne, à des dates différentes. Là, on est en train de faire des essais au cétable. J'ai apporté un petit peu de graines de nouvelles plantes qu'on est en train d'essayer, des pois extrêmement vigoureux, une gesse carrée qui est une plante, à ma connaissance, qui a à peu près pas été cultivée au Québec. J'ai fait des essais combinés avec de l'avoine et j'ai fait des observations, mais je me retrouve au printemps avec une végétation passablement abondante sur le dessus. Donc, j'ai fait une espèce de labour à la main, un bêchage, pour enfouir les matières organiques le plus possible dans le sol. Donc, on voit des tiges de ces plantes-là qui sont dans une situation où il y a des mottes grossières. OK? Là, je me prépare à préparer des planches pour des crucifères. Je ne suis pas prêt à planter mes crucifères. Les crucifères, c'est la famille des choux. Je ne suis pas prêt à planter des crucifères, mais je vais préparer la planche, puis je vais la laisser reposer, je vais laisser repousser mauvaises herbes et faire ce qu'on appelle des faux semis. On en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, je dois préparer cette planche-là comme si elle était prête à planter. Les crucifères, en général, sont des plantes relativement exigeantes en azote, en éléments nutritifs. Donc, le sol est assez riche ici, mais quand même, je vais mettre une dose de compost d'environ 50 tonnes à l'hectare. Alors, je vais aller chercher mes seaux de compost qui sont un peu plus loin. Et je vais vous montrer comment j'applique ça. C'est du fumier de vache composté. Alors, pour me simplifier la vie, j'ai ça dans des seaux et j'en mets environ 50 tonnes à l'hectare. Mes seaux pèsent à peu près 12,5 kg. Là, ça dépend un petit peu de l'humidité, mais c'est une dose relativement élevée pour une plante qui est exigeante. Je ne pourrais pas me permettre de faire ça pour des carottes. Okay? Maintenant, j'ai des amendements et des engrais que j'utilise. Là, il faut préciser que c'est vraiment le truc du jardinier. Il n'y a pas beaucoup de jardiniers maraîchers. C'est-à-dire qu'il y a un concept qu'on rencontre dans certaines écoles de pensée en agriculture biologique qui est un concept de besoin en chaud annuel du sol. Donc,
Ce sol-là, je lui mets environ 200 kg à l'hectare de chaux par année, ce qui est une dose microscopique. C'est à peu près 1 tonne aux 5 ans. Il n'y a pas beaucoup de sol du Québec. Là, ce que tu as dans ta main, c'est de la chaux? Oui. OK. Une chaux, peux-tu préciser? Ben, c'est la dolomitique? En fait, c'est une chaux de très haute qualité. C'est du litotam. Ça se vend relativement cher. Et c'est très riche en oligo-éléments. Ensuite, je mets de la cendre de bois. OK. Qui est riche aussi en calcium. Ça, il faut être prudent avec la cendre de bois. Hein? Oui, la cendre de bois, c'est parce que le pH est extrêmement élevé. Là. Le pH peut atteindre 13. Donc, c'est caustique, c'est un matériau d'utilisation délicate. Maintenant, le troisième amendement, la cendre est un amendement aussi un engrais parce que c'est riche en potasse, donc ça amène une nutrition potassique à mes cultures. Le troisième amendement, c'est de la bentonite. C'est une argile extrêmement fine. Comme je travaille dans un sable, j'essaie de développer une structure relativement stable dans mes sols. Et bon, pour regarder la structure, il faut comme défaire les mottes et voir comment les mottes se défont. Donc, vous avez ici un sol qui a une excellente structure. Et en mettant tous les ans un peu de bentonite, la technique a été recommandée au Québec par un expert français qui s'appelle Claude Bourguignon à la fin des années 80. Et moi, j'ai adopté cette technique-là. Et la structure de sol se comporte différemment avec ses apports d'argile à dose relativement faible. En parlant, je suis en train d'incorporer ça dans le sol et d'ameublir mon sol. J'utilise une fourche à bêcher, qui est un outil anglais. Je ne veux pas dénigrer les fabricants québécois, mais ça, c'est une fourche forgée qui doit valoir au-dessus de 100 $ si on l'achète aujourd'hui. C'est un outil de très grande qualité. Moi, j'ai été élevé, mon père, chez nous, on était pauvres. Mon père avait toujours comme motto, j'ai pas le moyen d'acheter des outils de mauvaise qualité. En étant pauvre, il faut s'acheter les meilleurs outils qui vont nous durer toute la vie puis s'en occuper comme du monde. Donc, j'ai toujours préféré travailler avec des très bons outils. Il faut les faire venir. Ça se trouve sur Internet parce que c'est pas quelque chose qu'on achète facilement. Donc, les dents ne vont pas crochir. C'est ça que tu aimes de cet outil-là? Il y a un petit croche, là, mais ça fait à peu près 25 ans que je l'ai. OK, c'est bon. Fait qu'elle est sûrement bonne encore un bout, si j'y fais attention. On voit tes vers de terre, là. C'est vraiment une terre qui a reçu beaucoup d'amour. Les vers aiment la matière organique. Ils aiment le compost. Ils aiment la matière organique fraîche. Ils aiment les résidus de culture. Ils aiment l'engrais vert. Donc, c'est un sol qui est très riche en vers de terre. Je vais démontrer 2 autres outils. OK? Le second outil, on appelle ça une grelinette. OK? C'est une espèce de grosse fourche à 2 manches qui est plus exigeante en travail, mais qui permet de travailler plus de sol à la fois. C'est un peu plus lourd, mais bon, je lève à peu près 2 ou 3 fourchetés à la fois. C'est sûr, si je le lève pour émoter, c'est plus de travail que ma petite fourche. Mais vous êtes bien costaud. Pas mal. Un peu trop, probablement. Donc, je reste toujours dans l'allée. Il y a des occasions où je vais marcher sur la planche. Par exemple, quand je suis en train de travailler les pommes de terre, ça arrive que je m'installe sur les planches. Je vais jusqu'au bord de l'allée. Des fois, c'est légèrement plus moteux sur le bord de l'allée. OK? Donc, on voit un deuxième outil de préparation de sol. Maintenant, je vais finir ce coup-là. Et je vous présente un troisième outil de préparation de sol, qui est un simple croc à patates. Avec un beau sol meuble, comme j'ai ici, surtout après avoir bêché comme j'ai bêché là,
j'ai des marqueurs pour mes planches en bois. Des fois, ça brise, là. Fait que je les remets à leur place. Donc... Fait que c'est juste une autre façon de revirer le sol. C'est pas nécessairement pour faire votre lit de semences, là. Bien, pas encore. Souvent, je finis ma préparation avec cet outil-là. Comme le sol est passablement meuble, en fait, il a été bêché déjà une fois, là. Fait que c'est un peu plus facile à émotter ou à émietter. OK? Ce que je fais, c'est que je mets je marque le site de la plate-bande avec des poteaux et je mets une ligne pour m'enligner. Je vais aussi mettre un peu de matière organique en dessous pour ne pas avoir trop de résidus en surface. Et je ramène la terre jusqu'à la ligne dans un premier temps pour commencer à finir la préparation de ma plate-bande. Fait que ici, j'ai comme trop de matière organique, fait que je mets ça sur le côté. Vous allez voir que dans un mois ou deux, ça va être complètement disparu. Les vers de terre vont se faire un plaisir. Si je trouve des mottes un peu trop grosses, je les émiette aussi. Les vers de terre vont se faire un plaisir de terminer le travail. Là, j'ai une mauvaise herbe. Je la mets plus profondément pour être sûr qu'elle se décompose en dessous. Un peu de résidus. Bon. Ici, j'ai pas de ligne, mais j'ai mon allée. Donc, je l'amène un peu de terre ici sur le coin. Je mets un peu de terre là. Ça, on va enlever ça de là. Et je poursuis l'opération. Ici, j'ai un petit peu de terre à côté de la ligne. C'est pas bien grave. La prochaine opération, je vais finir ma préparation de sol avec un râteau. C'est un râteau, même chose. C'est un râteau de très grande qualité. De très grande qualité. Allemand, évidemment. Télescopique. Télescopique, oui, c'est ça. Je peux, si je prépare comme un grand bloc de pommes de terre, je peux me donner. Le principe, c'est des grands mouvements, nivellent relativement bien. Alors, le râteau, il y a deux principales fonctions. Une qui est d'émotter et de finir la préparation du lit de semences. Donc, d'émotter et de déplacer de la terre pour niveler. Alors, donc là, je déplace la terre dans un premier temps. Et puis après ça, bien, je vais faire des retouches pour m'assurer que c'est bien nivelé. Le râteau, évidemment, a tendance à sur un râteau. La matière organique, c'est toujours un peu d'ingendre. OK? Fait que ça complique un petit peu la vie des fois. Autant en agriculture que dans un jardin. Mais c'est le prix à payer pour avoir des vers de terre qui font le gros du travail à ma place. Donc, vous voyez un peu ce que je fais. Évidemment, ma planche n'est pas encore uniforme. Alors là, je vais essayer de voir où il y a plus de terre, où il y en a moins, déplacer pour faire une plate-bande qui est relativement uniforme. Ce qui est important dans la largeur de ta plate-bande, Denis, c'est que tu sois capable d'aller désherber jusqu'au centre, hein? Oui. Moi, je suis relativement grand et vous avez remarqué ici qu'il y a beaucoup de cultures qui sont en biais, en travers, oui. plutôt que sur la longueur. Oui. C'est plus simple de biner comme ça que de biner comme ça. Donc, ça me facilite la vie pour les binages. Maintenant, je finis comme un dernier
un dernier travail et ça devrait être à peu près correct. Denis Lafrance, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, Guylaine. Thérèse Michaud affectionne les plantes indigènes. Sur son terrain, elle a transformé un trou de boue en havre de paix. Je la rencontre dans son jardin différent. Bonjour Thérèse. Bonjour. Parle-nous un peu de l'histoire de ton jardin. Bien d'abord, en 2009, on a décidé de fermer la cour arrière parce que le devant, c'était assez terminé. Et on avait un problème, de l'eau s'accumulait à l'arrière du terrain. Et mon conjoint, à l'époque, a fait un drainage qui amenait toute cette eau-là qui partait d'en haut complètement vers les cèdres en bas. Ça l'a énormément aidé, mais ça a demeuré un milieu quand même humide. Et lorsqu'on a décidé d'aménager ce coin-là, on en a tenu compte pour avoir des plantes qui seraient bien là. As-tu de la difficulté à trouver des plantes indigènes chez les pépiniéristes, par exemple? Bien, en fait, quand on a fait le jardin en 2009, il y avait Indigo qui fournissait dans la région ici les plantes indigènes. Ils les faisaient eux, mais maintenant, c'est rendu qu'il faut que vous passiez par vos centres jardins et eux vont aller à Indigo pour vous fournir ça. Puis pourquoi tu vas privilégier de les prendre en centre jardin plutôt que carrément de les rapporter de tes randonnées pédestres? Jamais, jamais, si on veut conserver notre patrimoine au niveau de la flore, il ne faut pas aller en forêt et piétiner. Il ne faut pas aller en forêt avec les VTT et détruire. Il ne faut pas aller en forêt puis ramasser les plants. On a eu comme l'ail des bois, à un moment donné, qui a été presque dévasté parce que les gens avaient un engouement pour ça. Alors, on ne prélève pas dans le milieu naturel, on préserve dans le milieu naturel et on achète les gens qui vont cultiver ces plants-là. OK. Alors, je pense qu'on est prête pour notre visite. On va aller voir ce qui est différent ici. D'accord, merci. J'aimerais vous présenter un arbuste que j'affectionne beaucoup, qui est le D'Herville lonicera. Je le sépare parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est chèvrefeuille, D'Herville chèvrefeuille. Regardez comment les feuilles sont saines. Il n'y a pas de trouble avec ça. La place, elle est souvent mi-ombre-ombre. Ça s'étend un peu. Il faut accepter de ce fait-là ou le mettre à un endroit où est-ce que c'est possible que ça s'étende. Ça a un beau teint cuivré et les fleurs, quant à elles, ne sont pas leur plus grand attrait. Mais c'est quand même joli. Moi, je l'ai choisi pour ne pas avoir de taille à faire en avant des galeries et que je sois quand même assez intime par rapport à la rue. Et c'est ce qui se passe. Tu fais Exactement. une petite intervention, mais seulement au printemps? Exactement, pour limiter l'expansion, parce que ça veut avoir quand même une certaine expansion. C'est ça à la hauteur maximale, mais c'est au niveau de l'expansion que ça joue un peu. C'est sûr qu'au printemps, si on était devant, il n'y aurait pas de feuillage, là. Imaginons ta plate-bande sans feuillage. Quelle branche tu couperais, par exemple? Bien, moi, c'est pour limiter, pour avoir ma circulation. Okay. Toujours, moi, je pense toujours en fonction de la circulation que je vais avoir autour de la maison. Plus que la hauteur. Tu n'irais pas couper les hauteurs? Ça va dépendre. Disons que, comme celle-ci, je la couperais peut-être un petit peu, là. OK. Parce que quand je suis assise, je veux quand même voir. C'est bon. D'accord? On continue. Maintenant, j'aimerais vous présenter un autre arbuste indigène, la ronce odorante. Comme vous le voyez, elle a une feuille comme une feuille d'érable. Il y a une fleur qui ressemble à une fleur de rosier et on a des fruits comme des fruits de framboisier qui ne sont pas digestes, semblerait-il, pour l'être humain. C'est pas piquant comme les framboises non plus. Ça s'étend beaucoup. Alors, il nous faut une protection. Comme vous voyez à la base, ici, on a fait une protection d'une feuille d'aluminium, mais qui a au moins 12 pouces
pour essayer de limiter son expansion, mais au printemps, c'est quand même un travail important. Par contre, toujours, comme on le disait pour les indigènes, regardez la beauté de la feuille saine. Il n'y a pas de problème avec ça. On n'a rien à mettre là-dessus. Et c'est toujours très agréable à regarder. En fleurs, c'est magnifique. Et les fruits sont appréciés des oiseaux? Oui. Très appréciés des oiseaux. Ici, on a plusieurs choses qui sont appréciées des oiseaux. Je vous dirais qu'on a des bleuets qui sont aussi indigènes au Québec. Les bleuets passent avant. Pour l'oiseau, il va se battre pour le bleuet. OK. Puis ensuite, il va venir vers la ronce odorante. Puis dans ton jardin, tu as 2 sites où tu as de la ronce. Il faudra que les gens remarquent que tu en as de la très haute puis de la plus basse, parce qu'ils sont dans 2 environnements différents. Oui, c'est ça. Quand les conditions sont favorables, l'expansion va être maximum. OK. Quand les conditions de l'autre côté sont moins bonnes, que ce soit au niveau de la qualité du sol ou de l'humidité du sol, ils vont avoir moins d'expansion et, on regardera tantôt, la feuille est plus jaune. Il y a un manque là, au niveau Par minéral. rapport à celle-ci qui est d'un vert bien soutenu. C'est ça. Elle est en plus grande santé que celle de là-bas. Thérèse, cette plante te rappelle des souvenirs de Bécancour. En effet, à Bécancour, la rivière Bécancour a plusieurs îles à l'embouchure du fleuve et c'est inondé au printemps. Et après l'inondation, on voit apparaître des centaines, si ce n'est pas des milliers, de cette fougère plume d'autruche que l'on voit ici. Et les gens, à l'époque, on remonte à 20-25 ans en arrière, en faisaient une certaine récolte et on appelle ça les têtes de violon. C'est délicieux, mais il faut que ce soit cuit, bouilli avant d'être apprêté. Alors, c'est très facile. C'est à sa hauteur maximum actuellement. Moi, je l'ai diminué un peu pour pouvoir garder mon allée pédestre, mais c'est une fougère qui est très, très, très facile. Maintenant, j'aimerais vous présenter une plante de nos sous-bois qui est très impressionnante. C'est le gingembre sauvage. Pourquoi le gingembre sauvage? Parce que son rhizome, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous de la terre, sent et goûte le gingembre. Autre caractéristique, au printemps, elle a une fleur qui va apparaître comme ici au bout du pédoncule et qui est très bizarre. Alors ça, c'est notre gingembre sauvage, Azarette du Canada, qu'on la nomme aussi. Tu l'as trouvé en pépinière? Oui. Toutes les plantes doivent être achetées en pépinière quand ce sont des plantes indigènes pour conserver ce que l'on a dans nos belles forêts. Pourrais-tu manger la racine ou le rhizome du gingembre ou tu vas sacrifier ta plante en le faisant? Moi, je ne risquerais pas ça parce que c'est très difficile à s'étendre. OK. Hein? Depuis 2009, j'ai un plant. OK. On le conserve précieusement. À côté, ça s'étend facilement et c'est la violette on appelle violette commune. C'est une plante qui est magnifique au printemps avec toute petite violette, minuscule, mais il y en a tellement que ça fait un beau tapis. Quand elle est à l'ombre, elle supporte assez bien pendant toute la saison. Si elle est au soleil, elle dépérit avec le soleil. Est-elle envahissante? Très envahissante par ses graines. Alors, si c'est à côté d'un gazon, ça va être projeté. Si vous ne voulez pas l'avoir dans le gazon, vous allez avoir beaucoup de travail à faire. Mais personnellement, moi, ce n'est pas quelque chose qui va venir me chercher là. Alors, c'est quand même, regardez la similitude des deux feuilles, mais une est beaucoup plus vert pâle, puis la violette, c'est dentelé, tandis que l'azarette ou gingembre sauvage, c'est lisse. Mais c'est à s'y méprendre des fois. Maintenant, nous allons poursuivre avec quelque chose que tout le monde connaît, la vigne vierge, qui est très facile partout au Québec, qui commence à avoir ses petits fruits ici. Je vais les sortir pour que vous puissiez les voir. Alors, ça
caractéristique principale, c'est une coloration magnifique à l'automne dans les tons de rouge, de pourpre, de Bourgogne. Et ici, nous l'avons fait monter sur une structure métallique qui fait penser que c'est comme un arbre fastigié, un arbre en hauteur. Et tu l'apprécies même l'hiver de la fenêtre de ta cuisine. Oui, oui, oui. Puis le fait que la structure ait été faite comme une grosse feuille allongée, c'est très esthétique et dynamique aussi. Je vous présente ma plante préférée, la capillaire du Canada, plante de sous-bois qui est très, très, très fine, on dirait des doigts au bout d'une main. Elle est une plante qui ne supporte pas la sécheresse et ne supporte pas la grosse luminosité, mais regardez le tapis que ça peut nous faire. C'est magnifique, pas d'entretien, ça prend du temps avant de s'établir. Ça a été planté en 2009, puis il manque encore du travail à faire, là, mais c'est magnifique. L'autre plante que j'aimerais, c'est un arbuste, le sureau du Canada. À toutes les époques, c'est beau. Quand elle commence à être en fleurs, c'est une multitude de petites fleurs qui est remplacée ensuite par de petits grains verts et qui se termine par la maturation bleu-noir qui est comestible. Certains l'aiment beaucoup, d'autres moins, mais on en fait toutes sortes de choses, que ce soit des confitures, des sirops, et c'est très agréable à regarder. Ça s'étend un peu, mais pas comme la ronce odorante, et c'est au maximum de sa hauteur actuellement, pour vous donner une idée. Alors, c'est un très beau arbuste en arrière-scène. C'est un beau tour d'horizon des plantes indigènes qu'on peut introduire dans nos jardins. Tu as consulté le site jardinagepourlafaune.org. Aimerais-tu nous en parler en quelques mots? Oui, c'est un site qui concerne tout le Canada, mais qu'on peut, par choix, demander au Québec quels sont les pépiniéristes qui vont nous aider et qui concernent non seulement la flore, mais la faune qui va, tout est interrelié. Alors oui, c'est un des très, très beaux sites. Thérèse, c'était une rencontre très agréable. Merci beaucoup. Merci. Ceci termine notre deuxième saison de Secrets de jardinage. Nous remercions les jardiniers qui nous ont accueillis avec tant de générosité. Je remercie la Société d'horticulture et d'écologie de Victoriaville pour sa confiance et en particulier mes proches collaborateurs Gertrude Morissette, André Poirier, Roch Carignan et Odette Binette. Nous remercions le réalisateur de cette émission, M. Claude Morin. Si vous souhaitez revoir les émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet de la télévision communautaire des Bois-Francs au www.tvcbf.qc.ca. Bonne saison de jardinage! Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel amateur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.